À bien des égards, l'histoire du Portugal est une histoire globale, que l'on navigue avec fascination. Il existait aux confins de l'Europe, une province isolée, il émergera au gré des conquêtes, féroce, brutal, un centre planétaire. Vasco de Gama, Ferdinand Magellan, Bartholoméu Dias d'abord, puis Eusébio, Mourinho, Ronaldo, ensuite. La cartographie du succès portugais tient en ces quelques mots. Voici un peuple de rêveurs confiants. Voilà une terre qui a donné de nouveaux mondes au monde. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour le 22e épisode de Retour consacré à un pays que j'estime beaucoup, qui a une certaine place dans mon cœur et dans mon histoire personnelle, c'est le Portugal. Alors on a un gros programme aujourd'hui, du coup je vous propose qu'on commence tout de suite par l'histoire de la sélection portugaise qui est assez disparate, assez inégale, on va dire qu'avant d'être le cadre du foot européen que le Portugal est aujourd'hui, avant d'être le tenant du titre du championnat d'Europe des nations, le Portugal n'avait participé qu'à 4 tournois internationaux majeurs sur l'ensemble du XXe siècle. Mais il y avait dans le lot 2 très belles campagnes, la 3ème place de la Coupe du Monde 66, notamment grâce au grand tournoi d'Eusébio, qui finit meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 9 unités, et une 3ème place aussi à l'Euro 84, le Portugal est sorti par la France en demi 3-2 après prolongation, c'est un des grands matchs de l'histoire des Bleus, et une désillusion que le Portugal vivra quasiment à l'identique lors de l'Euro 2000, où ils sont à nouveau battus en prolongation dès les demi-finales, et à nouveau par la France, sur ce but en or de Zidane 2-1. Alors c'est le début à la fois d'une période pleine pour les Portugais qui vont enchaîner 5 derniers carrés en 16 ans, dont les demi-finales de la Coupe du Monde 2006, encore perdues contre la France, ou de l'Euro 2012, lâché au tir au but face aux grands rivaux espagnols, mais c'est aussi le prolongement quelque part du crève-cœur, avec un point d'orgue, l'Euro 2004 évidemment joué à la maison. Et alors tant qu'on y est, autant y rester un peu, et comment mieux évoquer cet Euro 2004 qu'avec ce superbe quart de finale remporté contre l'Angleterre, un des plus grands matchs de l'histoire de l'Euro à mes yeux, une rencontre qui a totalement marqué mon enfance, et qui démarre avec l'ouverture du score très rapide de Michael Owen qui profite d'une erreur de Costinha, ça va rester très longtemps à 0-1, mais Helder Postiga égalise à 10 minutes du terme au bout d'un délice de centre de Simao. On bascule en prolongation, où à la 111e minute, Rui Costa prend le ballon à la médiane, se débarrasse de Phil Neville et déclenche un missile absolu qui fracasse la barre de David James. Quelle puissance, quel plaisir de courte durée, puisque 5 minutes plus tard, Frank Lampard punit une défense trop passive et arrache la séance de tir au but où 3 héros inattendus vont surgir. D'abord, ce point de pénalty en jachère qui fait échouer les tentatives de David Beckham et de Rui Costa. Ensuite, l'audace d'Helder Postiga qui signe le retour des Panenka à l'Euro pour le plus grand bonheur de Deco. Et enfin, bien sûr, Ricardo qui pour le 7ème pénalty anglais improvise et retire ses gants, stoppe la tentative de Darius Vassell à main nue avant de convertir le sien et d'envoyer le Portugal en demi de son Euro. C'est un moment de pure légende que j'ai vécu en direct, dont je me souviens vraiment comme si c'était hier, notamment je pense parce que j'étais un petit gardien en club qui a longtemps rêvé ensuite d'être un Ricardo. Mais voilà, un quart de finale épique, héroïque. Le Portugal enchaîne ensuite avec une victoire en demi-finale contre les Pays-Bas 2-1, en partie grâce à ce but extraordinaire de Maniche sur un corner joué vite. Mais au bout de l'histoire, il y a un drame qu'on connaît bien, c'est une finale malheureuse, c'est le succès inattendu de la Grèce, sur ce corner converti par Angelo Charisteas, 0-1. Je me souviens à 10 ans d'avoir été très marqué par les larmes de Cristiano Ronaldo, mais aussi marqué, de manière assez indélébile, par le commentaire que le monde du foot faisait sur Cristiano Ronaldo. Je me souviens d'une époque où peut-être que ces larmes n'étaient peut-être pas très courantes de la part d'un footballeur, mais elles étaient surtout interprétées comme le symbole d'une immaturité, voire d'une certaine dimension féminine, pas assez virile. Alors c'est marrant parce que c'est pas nécessairement la perception qu'on a de Cristiano Ronaldo aujourd'hui, mais à l'époque, je pense qu'il y avait peut-être un certain rejet des joueurs qui prenaient soin de leur apparence. Peut-être que c'était aussi la conséquence de ces boucles d'oreilles qu'il était un des seuls à porter. Voilà, c'est marrant et de mon côté, ça méritait d'être souligné parce que à la fois c'est emblématique d'une époque et aussi parce qu'on est nombreux, j'imagine, à avoir oublié le début du récit qui était tissé autour de Cristiano Ronaldo. Le monde du foot et peut-être le monde dans son ensemble était différent, à la fois pas très éclairé et pas très clairvoyant non plus, moins habitué qu'aujourd'hui sans doute à voir des gamins de 19 ans porter leur pays, incapables d'imaginer à quoi allait ressembler la trajectoire d'un des plus grands joueurs de l'histoire. Donc voilà en gros pour l'Euro 2004 et voilà en gros pour mes souvenirs d'enfance. Maintenant, comment mentionner de manière complète l'histoire du Portugal sans parler de l'Euro 2016 et ce parcours assez rocambolesque d'une équipe qui sort à la 3ème place de son groupe, 3 nuls contre l'Islande, l'Autriche et la Hongrie, mais qui élimine en 8ème la Croatie en prolongation,
qui bat en quart la Pologne à Marseille au tir au but, avant de s'offrir le Pays de Galles 2-0 en demi, une montée en puissance progressive et un dénouement qu'on connaît bien. La nuit noire française est un moment de lumière indescriptible pour le Portugal, qui prend sa revanche de 84, 2000 et 2006 contre les Bleus, et qui s'offre le premier titre international majeur de son histoire. Alors 2016, c'est tout proche, et du coup forcément, la tendance récente qu'on évoque à chaque épisode de retour est ici une prolongation assez naturelle de l'histoire, en l'occurrence relativement réussie par les Portugais, qui n'ont pas brillé à la Coupe du Monde 2018 en Russie, mais qui se sont consolés en 2019 avec un nouveau trophée, c'est ce sacre en Ligue des Nations face aux Pays-Bas, 1-0 en finale. Dans la foulée, ils décrochent leur qualification pour l'Euro sans trop de peine, derrière l'Ukraine, mais devant la Serbie. En revanche, ils ne défendront pas leur titre en Ligue des Nations après avoir échoué à la seconde place du groupe, derrière l'équipe de France, qui les bat 1-0 à Lisbonne, et enfin leur campagne de qualif à la Coupe du Monde, entamée il y a quelques semaines, a plutôt bien démarré d'un point de vue comptable, mais que ce soit contre l'Azerbaïdjan, battu 1-0, que ce soit face à la Serbie et ce nul de partout concédé en ayant mené 2-0 à la pause, ou ce court succès 3-1 au Luxembourg, le Portugal n'a pas forcément convaincu. Alors on y est enfin, et dans la perspective de répondre à la question qu'on s'est posée aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la liste de Fernando Santos, qui est, pour le dire simplement sur le papier, très séduisante. À première vue, on a un effectif qui est bien mieux fourni, bien mieux doté qu'en 2016. Il y a d'abord peut-être 2 des 3 meilleurs joueurs de Première Ligue cette saison, on peut sans doute le dire comme ça, Ruben Dias et Bruno Fernandes. Il y a des noms qui font saliver, Bernardo Silva, Joao Félix, Cristiano Ronaldo. Il y a des latéraux un peu meneurs de jeu, capables de projection rapide et de haut niveau, Rafael Guerreiro, Joao Cancelo. Quelques joueurs dans la forme de leur vie aussi, André Silva qui vient de boucler une saison à 28 buts et 8 passes avec Francfort, Renato Sanchez qui confirme peut-être enfin les promesses de son début de carrière. Et puis pour couronner le tout, des pépites du Sporting Portugal, champion en titre, quasiment une par ligne, avec le latéral gauche / piston gauche de 18 ans Nuno Mendes, une des révélations de l'année, avec le milieu défensif João Palhinha qui peut prétendre à quelques minutes voire plus, et avec Pedro Gonçalves alias Poté qui du haut de ses 22 ans a empilé les buts cette saison. Maintenant, quand on a dit tout ça, on n'a pas dit grand chose, parce que cette richesse sur le papier implique plusieurs problématiques encore non résolues. Il y a la question du système, on pourrait voir un 4-2-3-1 contre certains adversaires, mais globalement Fernando Santos reste attaché à un 4-3-3 qui peine à faire ses preuves. Pour l'instant, est-ce vraiment le choix approprié ? Un débat qu'on connaît bien en France se pose aussi au Portugal avec la question des 4 fantastiques. Est-ce qu'il est possible de faire jouer en même temps Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et Joao Félix ? Pour l'instant, c'est pas tout à fait l'issue qui se dégage et on va dire que ça résulte autant d'un désir d'équilibre de Santos que des prestations relativement décevantes en sélection de Bruno Fernandes et Joao Félix. Fernandes qui peine à avoir le même rendement qu'en club, Félix qui lui sort d'une saison compliquée. Le seul indiscutable du coup, c'est Cristiano Ronaldo, qu'on pourrait retrouver en neuf ou en tant qu'ailier gauche, mais qui peu importe sa position a tendance à vampiriser un peu l'animation offensive portugaise, qui fonctionne du coup beaucoup par centre. Dans ce registre, Diogo Jota pourrait avoir un rôle important à jouer pour sa qualité de percussion, mais plus encore dans un rôle de finisseur, parce que malgré son gabarit réduit, il a un bon jeu de tête par exemple. La composition de l'entrejeu reste aussi un point d'interrogation majeur, on verra sans doute Danilo Pereira à la base du triangle, et j'ai du mal à imaginer Bruno Fernandes vraiment sur le banc, mais au-delà il y a très peu de certitudes, et entre Joao Moutinho, Ruben Neves, Renato Sanchez, Sergio Oliveira bien sûr, William Carvalho, Joao Palhinha dont on a parlé, voire des offensifs qui pourraient être placés un cran plus bas, Bernardo Silva, Joao Félix, la réalité c'est qu'avant les matchs de préparation, notamment le 4 juin au soir contre l'Espagne, on a encore très peu de certitudes. Il y en a peut-être une, c'est cette ligne de 4 que j'ai du mal à voir bouger, avec en son cœur une charnière Dias-Pepe très rugueuse. Si Pepe est au même niveau que contre la Juve il y a quelques mois, pas d'inquiétude, mais on est quand même sur un central de 38 ans qui va devoir vraisemblablement compter sur Dias pour couvrir les grands espaces, et on a là aussi une interrogation de la liste de Santos qui n'a qu'un seul vrai central de métier sur le banc, c'est José Fonte, 37 ans. On imagine que Danilo Pereira peut dépanner si besoin, mais voilà, ça reste une petite curiosité pour une liste de 26. Après, de toute manière, l'équation fondamentale reste les 6 de devant. Quelle est la bonne recette en tenant compte des états de forme de chacun, de la complémentarité de chacun, de leurs rendements différents en club et en sélection? C'est là, on va dire, que l'enthousiasme du papier s'estompe un peu devant la réalité du terrain. Et puis il y a aussi quelques absents de marque majeurs. Pedro Neto et Daniel Podence, leurs blessures sont regrettées, ils pouvaient apporter beaucoup de percussions sur les flancs. Trincao a pas vraiment convaincu cette saison et a raté fort logiquement le train de l'Euro. Un peu plus bas, un central comme Domingos Duarte de Grenade n'aurait pas été de trop.
Donc voilà pour l'effectif portugais, sa richesse avérée, ses incertitudes également. Maintenant, si on s'intéresse au groupe et aux adversaires que va rencontrer le Portugal, c'est un groupe qu'on connaît ma foi fort bien. Il y a d'abord la Hongrie le 15 juin à Budapest, l'Allemagne le 18 juin à Munich, et puis la France le 23 juin à Budapest également. Alors pour enfin répondre à la question qu'on s'est posée aujourd'hui, oui, je fais du Portugal un de mes favoris absolus pour le titre. Je peux pas distinguer vraiment une équipe qui est nettement au-dessus de toutes les autres, mais ce Portugal a un effectif qui fait franchement peur, bien mieux doté qu'en 2016, super riche, super fourni. J'aurais du mal à pas les inclure dans mon top 3 à minima. Alors après, c'est sûr que les derniers matchs n'ont pas été franchement séduisants, la recette optimale reste encore à trouver, et il y a aussi ce groupe compliqué à négocier. J'imagine que c'est tous les paramètres que prennent en compte les bookmakers, et notamment mon partenaire BetClick voit plutôt le Portugal comme un outsider, dans l'ordre des favoris à la victoire finale. Quand on regarde les cotes, on a la France à 5, l'Angleterre à 6, la Belgique à 7, l'Allemagne à 8, et seulement enfin le duo Espagne-Portugal à 9. Alors personnellement, je trouve que c'est un peu trop dévaloriser le Portugal que d'y voir au maximum un top 6, top 5 européen, sur ce tournoi en tout cas. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être donnez-moi votre ordre des favoris. Il y a aussi l'Italie et les Pays-Bas qui me semblent sont tous les deux à 12, qu'on n'a pas évoqué. On va avoir l'occasion de parler des Pays-Bas dans le prochain épisode, mais voilà, dites-moi vous comment vous voyez les choses en fonction de votre degré de confiance par rapport au Portugal. Si vous cherchez un prono, vous avez aussi le Portugal en demi-finale, que j'imagine comme pas du tout improbable, c'est à 2,60, le Portugal en finale à 5, et comme on l'a dit, le Portugal vainqueur à 9. Si ça vous intéresse, que vous voulez miser sur BetClick, que ce soit sur les résultats de l'Euro, sur la finale de Ligue des Champions ou Ligue Europa, les deux finales qui arrivent cette semaine, si vous voulez le faire, vous avez 100 € offerts sur votre premier pari s'il est perdant, 100 € offerts avec le code promo WILOU, code promo qui m'aide beaucoup, qui me donne une petite commission à chaque utilisation et qui m'a énormément aidé sur les derniers mois. Vous êtes beaucoup à l'utiliser, donc je vous remercie déjà pour ça, et si vous voulez le faire, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens qu'il faut en commentaire et en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour parler finale de Ligue des Champions, je pense demain ou après-demain, pour vous donner ma petite preview de cette finale. Après on l'analysera dans la foulée, on se retrouvera sur Twitch aussi pour l'analyser en direct sans doute. Donc voilà, un programme très chargé, les derniers épisodes de retour, les Pays-Bas et la France. Si ça vous plaît, si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si ça vous plaît, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo aussi, c'est une bonne manière de m'aider. Et enfin, si ce maillot vous a plu, ce maillot du Portugal rétro et vintage, si vous en cherchez des similaires, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description. Donc merci beaucoup pour votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à bientôt. Bisous.